Bonjour Paola, enchantée de t'avoir sur la chaîne. Enchantée. Qu'est-ce que tu rêvais de faire quand tu étais petite, plus tard? Alors tout sauf entrepreneur. C'est vrai? Ouais, j'aurais jamais pensé en fait, pouvoir être entrepreneur, avoir les capacités, ni rien donc j'y ai jamais rêvé en fait. J'ai des parents plutôt artistes. Ma mère est comédienne, mon père est plutôt, dans le collège, il est devenu prof après mais bon, mon beau-père est architecte, enfin vraiment mais j'étais plutôt dans, fait de défendre la veuve et l'orphelin, moi je me voyais avocate. D'ailleurs j'ai fait des études de droit et Mmh. j'ai fini dans le notariat, pour, me rendre compte que j'aimais pas du tout ça. J'allais pas du tout défendre la veuve et l'orphelin avec ça et que je préférais le marketing et donc voilà. Donc je me suis réorientée. Mais voilà, c'est à peu près, ce que je voulais faire petite. D'accord, et du coup, ma question, c'est comment on fait pour passer, de parents, artistes à au droit et puis ensuite au marketing et ensuite à être la cofondatrice avec 3 autres personnes, d'un dispositif justement pour, préparer le périnée à l'accouchement? Très bonne question. Je suis un énorme couteau suisse vivant, je crois. Je vois ça. En fait, j'ai plutôt le feeling, je pense que finalement le côté, peut-être pas défendre la veuve et l'orphelin, mais plutôt, trouver des projets qui ont du sens, c'est, extrêmement important pour moi et en Mmh. fait, à chaque fois que j'ai travaillé, hem, mais même à l'école, j'étais, plutôt en mode, à vouloir être déléguée, à vouloir, être, active en fait, dans la société, à faire partie du comité du lycée ou du collège, enfin bon bref. Et après, c'est un peu à chaque fois au fruit des rencontres, des hasards. Je suis passée du droit par exemple au marketing parce que, mon conjoint il avait déjà créé sa start-up et j'avais vu qu'il y avait un problème, c'est que on n'arrivait pas à quand on était une petite boîte, toute jeune, à faire, des contrats, facilement, à créer sa société facilement et j'ai découvert les legal tech et donc je me suis dit, «C'est génial, c'est 1000 fois mieux que ce que je fais dans ce monde poussiéreux du notariat, donc je vais voir comment je peux travailler dedans». J'ai vu que, le droit c'est sympa, mais allié avec du marketing, ça pouvait faire encore plus d'effet, donc j'ai fait un MBA en marketing et donc je suis devenue Mmh. CMO d'une legal tech à Bordeaux. D'accord. Et après, pareil, j'ai voulu redéménager à Paris, pour rejoindre mon conjoint et à ce moment-là, j'ai cherché des projets et j'ai vu notamment, la lampe d'aide à lecture, LexiLife, et c'était un projet qui, me portait vraiment à cœur parce que, je suis, dyslexique et D'accord. dysorthographique et donc bon, au final, j'ai réussi à avoir un parcours, quand même, qui était bon et je me suis dit: «Mais c'est génial de pouvoir aider, des enfants, mais aussi après, des adultes, à lire» et donc j'ai changé. Je suis passée plutôt du côté, intrapreneur parce que c'était un projet, à l'intérieur d'une très grosse boîte et on a vraiment tout monté avec mes associés actuels, en fait. On a créé le produit, qui était une lampe, donc hardware. On a, créé la marque, on a tout créé de rien, en fait, juste en travaillant avec les chercheurs rennais qui avaient inventé, vraiment juste, la théorie scientifique et là, je me suis dit: «Mais en fait, l'entrepreneuriat, ça m'éclate». J'adore, créer, un projet de zéro, et finalement, en fait, j'en suis capable en travaillant avec une bonne équipe avec moi. J'oserais pas encore me lancer seule dans l'entrepreneuriat, j'avoue, mais avec une bonne équipe, ça peut faire des miracles et donc avec mes associés, actuels, Thomas et Roland, on adorait le projet, mais c'était pas notre projet. On n'avait pas la possibilité d'avoir des parts dans la société qu'on avait, quand même, bah, fait partir de zéro et donc on a décidé de créer notre société tous les 3. Voilà et après je pourrais t'en parler un peu plus si tu veux, sur le côté imaginaire, mais donc c'est un peu ça mon parcours à chaque fois OK. qui vient de plein de rencontres aussi et de découvertes. Pourquoi Imagina justement? Pourquoi ce projet-là? Parce que si je ne m'abuse, tu es la seule femme parmi les 4 fondateurs, oui. Tu es quand même la personne qui est censée être la plus concernée par le sujet et moins les hommes. C'est intéressant de voir qu'ils sont là et qui participent. De fait, pourquoi,
pourquoi ce sujet-là particulièrement? Comment ça vous est venu? Alors, et ben, oui et en plus, le pire, c'est que j'étais la plus concernée et pourtant, j'étais celle qui avait le moins de connaissances. En fait, anecdote assez marrante, on était en train de prendre un verre et une tasse de café avec Thomas et Roland et te Roland nous parle, donc Roland Mellario nous parle des travaux de son père, le docteur, Gonzague Mellario, qui est obstétricien depuis, 40 ans. Là, maintenant, il est à la retraite, mais il a passé, ouais, plus de quar il a accouché près de 10 000 femmes dans sa vie. C'est énorme. Mmh. Hem et il nous parle de ses travaux sur la protection du périnée. Donc déjà, moi, à 28 ans, je découvre mon périnée. J'en avais entendu parler rapidement, quand j'avais fait du pilates et un peu de yoga. Mais bon, on disait, «Serrez votre périnée et tout», mais je ne savais absolument pas vraiment où il était, hein. Je me disais: «Bon, faut peut-être serrer quelque chose, mais bon, c'est tout». Et surtout, j'ai découvert l'épisiotomie parce que, le docteur Mellario, lui, son ch vraiment, sa vocation, c'était de permettre aux femmes enceintes de protéger leur périnée en, l'éduquant avant l'accouchement et donc en le préparant, pour qu'il soit le moins impacté possible au moment de l'accouchement. Parce qu'aujourd'hui, il y a que 20 des femmes enceintes primipares, c'est-à-dire qui accouchent pour la première fois, qui ont un périnée intact. C'est énorme parce que enfin, ça veut dire que 80 des femmes, elles vont avoir un périnée déchiré ou une épisiotomie. Donc moi, j'apprends ça, je me dis: «Mon Dieu, mais l'épisiotomie, quel enfer!» Aimé, mais je ne savais pas. Ensuite, je découvre qu'en fait, bah, il faut, protéger son périnée et que même dans la vie du quotidien, bah, faire pipi dans sa culotte quand on rigole, c'est pas normal. J'étais là: «Ah bon? On me l'avait jamais dit». Enfin, il y a plein de choses comme ça que je découvre et je me dis: «C'est fou, c'est Roland qui m'apprend ça, quoi» et Thomas pareil, il découvre tous ces sujets. Le soir même, je fais, je sais pas combien de recherches. Le lendemain matin, 9 heures, je lui dis: «Mais attends, mais il faut carrément monter cette boîte. Il faut aider ton père à concrétiser, en fait, toutes ces années, de recherche». Ça faisait 10 ans qu'il faisait des études, mais en interne, hein, en se testant donc cette méthodologie pour éduquer le périnée et je lui dis: «Mais c'est génial, Thomas aussi adore le projet» et donc bah, là, on s'est lancé là-dedans tous les 3. Donc oui, avec, bah, Thomas qui est ingénieur, Roland qui est développeur donc et qui va vraiment faire product owner, en fait. Il va vraiment s'occuper du produit hardware et application et moi qui, bah, m'occupe de toute la partie marketing et commerciale du produit. OK. Et donc le Comment docteur également Melario, hein, qui s'occupe de toute la partie médicale, évidemment. OK, ouais, donc tu c'est pas toi qui est derrière pour, la partie médicale, mais enfin, je veux dire, tu t'intéresses quand même, tu te poses enfin, tu participes quand même à certains tests, à certaines réunions ou À c'est tout, vraiment plus à tout? à 100. En fait, comme on est une mini équipe, clairement, là, je j'ai des compétences, qui sont extrêmement variées, j'avoue, parce que, ça va du réglementaire à, l'investigation clinique, au recrutement des sages-femmes, là, par exemple, pour, notre investigation clinique, à la rédaction de la notice utilisateur, mais qui doit être vraiment, dans les clous par rapport à la réglementation des dispositifs médicaux, parce qu'on est un dispositif médical de classe 2A. J'ai fait des formations pour voilà, avoir ces compétences-là en réglementaire Mmh et mh. hem et en fait, aujourd'hui, je fais pas du tout, de marketing. Le seul truc marketing que je fais, c'est les posts LinkedIn et le RP, Mmh. la relation presse. Mais sinon, aujourd'hui, je m'occupe de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec mes études d'ailleurs, mais qui sont passionnantes et c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est que ça montre qu'on quand on est passionné et qu'on se forme, on peut toucher un peu à tous les domaines en s'alliant avec les personnes vraiment compétentes. C'est-à-dire que dès le début, on a créé un comité médical, un board avec, des sages-femmes, des obstétriciens, des kinés et donc on fait tout avec, leur aval. Enfin, on va toujours, échanger avec le docteur Mellario plus le comité Mmh. médical pour créer les exercices, pour s'assurer que le dispositif est ergonomique et bien, et cetera. Enfin, tout ça, ça a été créé avec les professionnels de santé réellement et ça, c'est un point vraiment important. OK. J'avais plusieurs questions qui me passaient en tête.
Est-ce qu'avec un parcours comme le tien, on se dit pas par moment, parce que bon, ça donne l'impression que tout est suivi dans ton parcours. Déjà, première question, est-ce qu'il y a eu des moments de flottement ou entre 2 phases, entre 2 formations? Et est-ce que dans ces moments-là, tu t'es demandé si ton parcours était pas tellement chaotique, que peut-être tu avais raté quelque chose ou que tu étais pas, comment dire, une personne, je vais pas dire normale, mais, comment dire, atypique? Ouais, atypique. Tout à fait. Oui, alors oui, je pense, que c'est un peu atypique mon parcours, c'est sûr, c'est pas très droit. Mais, je pense qu'aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs quand même ont des parcours atypiques. Mmh. Il faut Ouais, le dire. tout à fait. Donc, c'est peut-être mon côté 10 aussi où j'aime pas trop les cases. Je me dis, voilà, on peut si on veut, on peut faire plein de choses en fait, Mmh mh. je vois pas trop en fait de barrières et de frontières en fait. On peut Mmh. toujours apprendre des choses, on peut toujours découvrir et on a des compétences et des formes d'intelligence, très diverses donc voilà, donc déjà je mets pas de barrière. Ensuite, non, il y a pas eu de moment de flottement parce que je pense que j'ai eu de la chance à chaque fois, de trouver les projets en fait qui me correspondaient, Mmh. et après c'était plutôt moi qui mettais dans le moule. Donc en fait, il y avait jamais de flottement. À chaque fois entre chaque projet, il y a même pas eu d'interruption. C'est-à-dire je passais d'un projet à l'autre sans, peut-être avec un mois, pour prendre un peu de vacances, avant de prendre un nouveau job, mais c'est tout quoi. Mmh. Il y a jamais eu de temps mort et hem et mais en même temps, il y a 6 ans, jamais j'aurais pensé, démarrer Imagina, par exemple, tu vois? Mmh mh. Heu, Surtout avec un dispositif médical, après c'est vrai que c'est un projet en plus qui c'est pas que créer une société, c'est créer une Mmh. société avec un dispositif médical dans la santé des femmes. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de barrières à l'entrée, mais en tout cas, c'est passionnant et voilà et donc c'est vrai que oui, je suis contente, de là où je suis arrivée, j'ai pas de stress par rapport à ça. OK. À quel moment, vous vous êtes dit, puisque vous êtes quand même 4, c'est ce nom-là qu'on veut pour, notre dispositif médical? Alors, heu, ça s'est fait assez facilement parce qu'Imagina, ça veut dire sage-femme en basque D'accord. et Thomas, il est, un peu originaire des Pays basques et il habite enfin, il a une maison de famille au Pays basque et on est déjà ensemble, tous les 4 et en fait, c'est vrai que, bah, on réfléchissait à plein de noms qui avaient un sens et quand, il nous a dit: Imagina, ça veut dire sage-femme», on s'est dit: «OK, c'est bon». En fait, c'est logique avec notre société. On est aussi en bordelais, d'adoption, mais quand même. C'est une société bordelaise et donc voilà, il y avait un sens, fou à ce que ça s'appelle Imagina et puis Imagine, ça fait Imagine, le gina, vagin, donc voilà, il y avait plein de choses qui c'était un beau nom et notre, nom de société, elle, c'est Mumming. Mumming par rapport aux mamans. Nom totalement inventé, ça ne veut rien dire. Mais voilà, on est bien, heu, l'appeler, comme ça pour la base quoi, pour se dire il y a, on va faire des choses pour les femmes. Au début là, aujourd'hui pour les mamans, après, on verra, tous les autres dispositifs qui pourront naître de ça. Mmh. La grande vision derrière, votre projet, ce serait de faire quoi? C'est comment vous souhaiteriez, avoir un impact dans le monde fort? Bah, déjà, je pense que là, on va en avoir un pas mal, c'est que on est en train de lancer une investigation clinique qui va permettre d'avoir des données qui ont jamais été récoltées aujourd'hui. Mmh. Ce qui est assez choquant, hein. Moi, j'ai été assez choquée de découvrir ça au début parce que, on va récolter, des données sur le périnée au moment de la grossesse. Donc, déjà ça, c'est un de nos objectifs, c'est vraiment de nous dire: «On va aider la recherche et le développement, en faisant en fait des découvertes», j'espère, hein, en tout cas, hein, oui, en tout cas en récoltant des données, objectives et fiables, nouvelles. Ça pour moi, c'est un objectif très important parce que dans la santé des femmes, il y en a peu et Mmh. c'est un énorme souci aujourd'hui, qu'il y ait si peu de données, actuelles. Ensuite, Mmh. bah, c'est d'aller, potentiellement sur plus d'aides, en lien sur le périnée potentiellement, mais peut-être d'autres choses, c'est vraiment d'aider, continuer dans cette mouvance d'aider les femmes à maîtriser leur corps, à mieux connaître leur corps à tout âge de la vie, à tout moment de la vie aussi. Mmh.
Ouais, ouais, c'est vrai qu'après l'accouchement, enfin, on se faisait la réflexion avec, mon collaborateur qu'il y a des femmes qui ne prennent pas de temps de rééduquer leur périnée et bon après, on comprend aussi pourquoi, hein. Elles sont près de leur petit bout, il y a beaucoup de choses à faire, c'est pas mal, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une enfin, comme tu dis, une sensibilisation à faire à ce niveau-là aussi. Ouais. Enfin, l'avant et l'après. Tout à fait, oui, oui, en fait, moi là je viens de j'étais enceinte, tout fin 2022, début 2023 et mon petit garçon a 6 mois maintenant Mmh et mh. c'est vrai que, bah, moi j'étais, dedans donc évidemment que j'ai préparé mon périnée avant l'accouchement, mais l'après était vraiment aussi très important et j'avais la Mmh. chance, bah, de travailler avec tous les professionnels de santé donc bah, j'ai travaillé avec la kiné avec qui on bosse et qui est géniale, qui s'appelle Paola aussi d'ailleurs et et je me suis dit: «Mais c'est fou en fait, j'ai jamais eu un aussi bon périnée qu'après mon accouchement, en fait». Enfin, c'est dingue. Mmh. Je me suis dit: «Mais pourquoi j'ai pas travaillé mon périnée avant?» Parce qu'avant je m'étais jamais préoccupée à part, comme je te disais, en pilates. Mais en fait, en pilates, je travaillais pas du tout mon périnée comme là, je le travaille avec la kiné. Donc il y a beaucoup en fait, quand je parle d'éducation, c'est vraiment ça. C'est que, aujourd'hui, j'avais vu qu'il y a très peu de femmes qui savent déjà, aujourd'hui, alors ça paraît fou, qui savent où est leur clitoris, par exemple. Mais alors, Mmh. leur périnée, c'est dingue. C'est, 70 des femmes qui n'ont pas eu d'enfants qui ne savent pas où se situe leur périnée et réellement à quoi ça sert. Parce qu'elles pensent que c'est juste un tout petit truc, au niveau de la vulve. Pas du tout. C'est un immense hamac qui Mmh. va en fait, du pubis, jusque, enfin vraiment tout ça ça va jusqu'au coccyx et ça va soutenir tous les organes du bassin. C'est un des muscles les plus importants du corps, pour les hommes aussi, hein, d'ailleurs, mais pour les Mmh. femmes, c'est extrêmement important parce que au niveau du vagin, en fait, il va y avoir comme une petite «poche d'air», entre guillemets, qui va faire que, bah, en fait, les organes, elles ont plus tendance à pouvoir descendre, s'affaisser et donc à créer des problèmes, Mmh. par la suite qui vont être, fuites urinaires, descente d'organes et même des troubles sexuels vraiment importants. Aujourd'hui, Mmh. 85 des femmes, qui viennent d'accoucher ont des troubles sexuels importants. Tu Ça veut dire que la Ouais. majorité des femmes vont avoir soit des douleurs, soit, un inconfort, soit, juste pas du tout de sensation. Enfin, c'est quand même, assez important et on n'en parle pas du tout. Enfin, moi, j'en avais jamais entendu parler. Depuis que tu me parles de ça, j'ai limite quelque chose qui me passe en tête, c'est la publicité, enfin les publicités Always ou Tena ou comme si finalement avoir des fuites urinaires, c'est normal, c'est pas grave, on met une petite protection et puis c'est bon quoi. Et finalement, c'est normaliser une problématique, que tu soulignes peut engendrer plein d'autres problèmes. C'est super intéressant ce que tu racontes. Hem Ce dispositif médical, est-ce que, parce que je regardais votre site, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut acheter pour, avoir chez soi et qu'on peut, utiliser soi-même ou c'est quelque chose que vous mettez à disposition, du corps médical et il faut aller, chez une kiné ou quelqu'un spécialisé pour justement, utiliser ce dispositif? Alors tout à fait. Aujourd'hui déjà, il n'est pas disponible, enfin en tout cas en septembre 2023, il n'est pas encore disponible puisque OK. comme un dispositif médical, on doit faire une investigation clinique et ensuite être certifié, par le marque HCE, donc par un organisme notifié européen et ensuite après on peut vendre. Donc ça met un petit bout de temps. Ça fait 2 ans et demi déjà qu'on travaille sur le produit, puisqu'il faut avoir un Mmh mh. produit fini pour faire l'investigation clinique. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de barrières à l'entrée avant de faire ce genre de Mmh. dispositif, mais heureusement, parce que comme ça montre que quand vous l'aurez entre les mains et que vous êtes une femme enceinte, il y a aucun risque. On a déjà tout testé. Donc après avoir dit ça, le jour où c'est disponible sur le marché, en effet, ça va être les professionnels de santé qui vont prescrire le dispositif médical, donc sage-femme, kiné, et gynéco-obstétricien. Ils vont, donc le prescrire, faire une ordonnance. La femme enceinte va pouvoir ensuite l'acheter. On espère se faire rembourser par la mutuelle et la sécurité sociale et donc les complémentaires santé. Et ensuite après, bah, l'acheter et l'utiliser chez soi, tranquillement à la maison, tout en ayant en fait quand même, l'accompagnement du professionnel de santé. Parce que l'objectif, c'est Mmh. pas juste de l'utiliser,
avec l'application mobile, sans être accompagné. C'est très important d'avoir le soutien et puis même, le retour des professionnels de santé qui vont, de toute façon, avoir aussi un intérêt, de connaître, en fait, toutes les données. Alors bien sûr qui seront transmises que, si la patiente le souhaite, tout est extrêmement, RGPD, compliant parce que, c'est des données de santé et que nous, on n'y a pas Mmh. accès et que, les professionnels de santé non plus. Mais en tout cas, c'est important pour eux, si la patiente l'accepte, de connaître, justement l'assouplissement. Est-ce que leur périnée est souple? Non. Et on espère à terme que, par exemple, ça va pouvoir aider les professionnels de santé au moment de l'accouchement, se dire: «OK, je pose le ciseau, il y a sûrement pas besoin d'épisiotomie, parce que le périnée est déjà très souple et tout est bien engagé pour le bébé donc bah, peut-être que, l'obstétricien qui est de garde, il va pouvoir, être, plus là pour une autre patiente qui en a vraiment besoin et que les 2 sages-femmes qui sont présentes pour l'accouchement, elles suffisent et peut-être que bon ça c'est du futur, qui peut-être se réalisera pas mais j'espère que ça aidera les professionnels de santé à mieux accompagner les patientes avant et après, mais aussi pendant l'accouchement. Mmh. Est-ce que vous avez fait, pendant toutes vos recherches, défini un profil de persona d'une audience cible bien précise? Puisque je suppose qu'au début, c'est pas forcément toutes les femmes qui vont se ruer sur le produit. Comme disait Seth Godin, il y a les néophytes. Ouais, je lis son bouquin en anglais, du coup, j'ai le mot en anglais, mais pas en français. Néophyte. Ouais, tout à fait. Alors oui, oui, en fait, aujourd'hui, bah, déjà nous par rapport à l'investigation clinique, on est vraiment un dispositif médical pour les femmes enceintes primipares, donc qui accouchent pour la première fois. Parce qu'on Mmh. ne pouvait pas faire une investigation clinique sur toutes les femmes. Il y avait Mmh. une besoin de cohorte énorme, une petite boîte, ça coûterait une fortune, on peut pas. On va devoir Mmh. faire plusieurs investigations cliniques, dans le temps. Donc c'est les femmes qui accouchent pour la première fois. Ensuite, bah, celles qui vont avoir le plus d'appétence. Déjà, j'ai fait beaucoup d'interviews de femmes enceintes et de professionnels de santé et sur cette cinquantaine d'interviews, j'ai pu, voir un peu plus le profil type qui va être potentiellement des femmes un peu sportives, qui ont besoin de beaucoup se documenter, à travers, des livres ou des blogs, ou des influenceurs, santé. Hem et donc oui, j'ai pu, justement comprendre en fait, qui allait être notre persona type avec, notamment beaucoup les interviews, les retours d'expérience terrain et là maintenant, après 2 ans et demi, j'ai une vision assez claire de notre, notre persona type. Au début en tout OK. OK. Et enfin, avec ça, vous avez je suppose que vous avez développé un message précis, pour, cette, audience? Ou vous n'êtes pas encore à ce niveau-là? Ou Alors nous, en fait, on a une particularité, c'est qu'on est B2B2C puisque c'est à travers les ouais. professionnels de santé qu'on va, le prescrire et donc finalement, moi, aujourd'hui, je suis plutôt à trouver, à aller, chercher les prescripteurs. Et donc, c'est les professionnels de santé, comment je vais leur parler? Comment je vais réussir à les à leur faire comprendre que, voilà, nous, on est là, pour faire une investigation clinique aujourd'hui, et ensuite pour proposer un dispositif médical qui va aider leurs patientes et qui va les aider eux aussi. En fait, finalement, on est un massage du périnée, je ne sais pas si tu sais ce que c'est on va masser le périnée pour le rendre un peu plus flexible et Mmh. souple. Mais donc c'est un automassage de la femme enceinte ou un massage de la sage-femme, pendant quelques séances. Hem et donc nous, on est un massage du périnée, mais mécanique finalement, Mmh. avec, une aide, avec un biofeedback, donc une visualisation des exercices et un retour, «Est-ce que je fais bien l'exercice du massage? Est-ce que je laisse souffler bien ou non?» grâce à l'application mobile et au dispositif médical, qui est un petit ballon d'ailleurs je l'avais pas dit, mais c'est un petit ballon vaginal qui est connecté à une application mobile, donc c'est vraiment un produit physique connecté à Mmh. une application mobile. D'où les données objectives qui sont récoltées, directement. Et donc, ça c'est un point important parce que, ça va vraiment permettre d'aider les femmes enceintes, de bien comprendre, comment faire les exercices. OK. Est-ce que toutes ces infos et ton expérience aussi en tant que marketeuse, et de savoir qui est ton audience,
a eu une influence sur, l'identité, la personnalité que vous apportez à Imagina? Oui, oui, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, en fait, on a décidé d'être beaucoup plus, médical et d'avoir une teinte très, sérieuse, Mmh mh. médicale et non pas, une teinte, un ton, très sympathique comme, j'aurais avec les femmes enceintes. En fait, il va y avoir plusieurs plans. Au départ, c'est bien sûr de parler aux professionnels de santé de façon très, professionnelle, hein, avec des tons et des termes très, professionnels. Hem Et scientifique, d'aller à des congrès, de présenter, vraiment le produit, à divers endroits, mais on va s'adresser uniquement aux professionnels de santé. Puis après, d'aller, parler aux femmes enceintes plus pour rassurer et faire connaître la marque, mais plus pour la réassurance et pas pour l'achat. L'achat, c'est vraiment le professionnel de santé qui va, devoir, donner envie en fait à la Mmh. patiente puisque c'est lui qui va lui prescrire. Donc c'est finalement un marketing un peu spécial dont j'avais pas du tout l'habitude puisqu'en effet, normalement je cible le client final qui va acheter. Là, bah, c'est plutôt par divers canaux et Mmh. bon, après ce qui est bien, c'est que j'ai le temps de réfléchir à tout ça puisque ça met un temps fou avant d'arriver sur le marché, mais ça, c'est le point positif. Après l'avantage, c'est que tu te sers, de façon, comment dire? Correcte, hein, bien sûr, de l'autorité et de la crédibilité de professionnels de santé pour convaincre ta cible finale. C'est ça. En fait, moi, mon rôle, c'est de convaincre le professionnel de santé et un Mmh. professionnel de santé qui est convaincu, qui avait vu, en tout cas qui quand une fois que la publication, sera faite après l'investigation clinique, il va y avoir une publication. Ils vont avoir les données objective, directe, de l'impact de notre dispositif, de l'entraînement et l'éducation du périnée pendant la grossesse et après ce sera à nous, bah, de les motiver, de leur dire: «Voilà comment vous pouvez en parler» et cetera. Mais, l'objectif c'est pas que ce soit des vendeurs, c'est pas du tout des vendeurs les professionnels de Mmh. santé. Ça va être des c'est des personnes qui vont vouloir, le bien-être, et de leurs patientes et donc qui vont, tout faire pour que, elles puissent, s'entraîner au mieux et avoir le moins de déchirures et d'épisiotomies, au moment de l'accouchement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu as des concurrents sur le marché? Directs ou indirects? Alors indirect, oui, il y a beaucoup de sondes périnnéales de rééducation, mais nous, on n'est pas du tout sur, ce secteur-là. En fait, on est allé sur un secteur, très océan bleu. Heu, mais en même temps très intéressant puisqu'il y a beaucoup de choses à faire, qui est, donc l'éducation et la en amont. En amont, en fait, il y a un dispositif médical, très vieux qui date d'il y a 26 ans. Il a été créé il y a 26 ans en Allemagne, mais c'est un dispositif, médical qui est, non connecté, qui se gonfle à la main. C'est pareil, un petit ballon vaginal mais, avec une petite poire, pour gonfler le ballon. Donc on n'a aucune c'est très, très bien parce que ça permet, en effet d'assouplir et de faire du massage de façon mécanique, donc c'est une aide supplémentaire, mais il y a aucune donnée objective et fiable. Mmh mh. On ne sait pas, la taille du ballon dans le corps au moment où on fait, les pressions, donc c'est dur de suivre et c'est surtout très dur de faire des investigations cliniques aujourd'hui Mmh. et donc il y a aucune preuve vraiment très, en fait, il y a une preuve sur le terrain. Tous les professionnels de santé qui, font de l'entraînement du périnée en amont voient qu'il y a des bénéfices après, mais ça, c'est du, subjectif, c'est, vraiment, juste de l'expérience terrain et donc c'est pas une preuve scientifique et médicale et nous, Mmh on mh. a besoin de faire cette preuve médicale pure et ça, c'est avec vraiment de la data, contrôlée, avec un essai, comme nous on va faire avec un bras qui utilise Imagina, mais un autre qui est contrôle, qui n'utilise pas Imagina et de voir la différence entre les 2. Et Mmh. donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui parce que à part ce concurrent allemand, on n'a aucun autre concurrent, sur ce secteur de l'éducation du périnée et dans le monde. Et bon, après nous, on a déposé en plus plein de brevets sur, notre dispositif, donc on est quand même protégés. Mais oui, c'est vraiment un secteur qui n'a pas été très exploité alors que bon, ça touche quand même 80 des femmes Bizarrement. au Ouais. mo voilà, à un moment donné de leur vie, donc
c'est quand même un marché assez important. Ouais, effectivement. Est-ce que vous avez d'autres, canaux de communication pour toucher, vos cibles, hem, en dehors de ce que tu disais précédemment et peut-être le site web? Alors aujourd'hui non, parce que, comme on est en pleine investigation clinique, on n'a pas voulu en fait, trop, passer de temps, là-dessus. Parce que, Mmh. voilà, enfin, c'est des choses qu'on va commencer plus quand on aura fait l'investigation clinique et Mmh mh. qu'on cherchera à avoir le marquage CE. Finalement, dès qu'on va se rapprocher du moment où on va vendre le dispositif, là, bien sûr, oui, il y aura le site internet, les réseaux sociaux, le blog et cetera. Mais après, il y a un point aussi que j'ai découvert puisque j'ai fait des formations là-dessus, mais qui est très, très, très important et complexe, c'est que c'est extrêmement réglementé le dispositif médical. Donc je vais pas pouvoir dire et faire de la pub, des ads à tout va, et tout est très contrôlé et heureusement et donc je peux pas dire, je peux pas faire de la publicité comme avant dans mes autres sociétés, où je vendais par exemple une lampe d'aide à la lecture pour les dyslexiques. Là c'est pas possible et donc j'ai pas encore étudié tout ça puisque enfin j'ai étudié, mais j'ai pas encore fait une stratégie, c'est dans trop longtemps. Mais clairement, il y a ce sera un challenge, je pense. OK. Parlant de challenge, justement, je rebondis là-dessus. Dans toute ce projet Imagina, quel a été, ton plus gros, défi en tant que personne et pour la marque? Hem, Alors en tant que personne, c'est, d'avoir, un bébé alors que on était en pleine levée de fonds, ah ouais. qu'on lance l'investigation clinique et voilà, enfin bon, je pense que c'était l'année la plus animée de ma vie. Donc en tant que personne, c'est toujours le cas. Parce que là, on est en train de déposer le dossier, enfin c'est un boulot, titanesque, en sachant qu'on a 2 salariés, maintenant on est 6 dans l'équipe. Mmh Ça mh. reste un boulot titanesque pour faire ce qu'on fait, avec un bébé qui fait passer nuit. Enfin bon, voilà, c'est un vaste sujet dont je pourrais parler plus spécifiquement sur la maternité, mais qui est passionnant. Et ensuite, d'un point de vue, travail, c'est d'avoir réussi cette levée de fonds et d'avoir réussi à trouver, les bons investisseurs qui sont plus que des investisseurs, qui sont des vrais partenaires et associés finalement. Parce que, on est assez atypique comme je Mmh. suis atypique peut-être tu disais comme entrepreneur, mais la société est aussi un peu atypique dans le monde des startups parce que c'est une société hardware dans le médical, donc dispositif médical et dans la santé des femmes. Il y avait pratiquement, je pense en Europe, maximum une dizaine de fonds d'investissement qui réellement pouvaient et je pense qu'il y en avait moins que 10, qui pouvaient, investir dans la société. Sauf que ça, on l'a découvert après avoir, appelé 150 fonds d'investissement et business angel donc voilà. Et ça, c'était un challenge, assez important et je pense que sur la levée de fonds, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire mais ça, c'était un gros challenge et je suis ravie parce que notre fonds d'investissement, c'est Medivice et ils sont, géniaux, c'est comme je disais, c'est plus des associés, ils nous aident réellement au quotidien. C'est pas juste Mmh. un fonds qui nous a donné de l'argent et qui nous a dit: «On se revoit dans 6 mois» et ça, c'était vraiment important pour un projet comme le nôtre, Mmh. les dispositifs médicaux, ils ont vraiment besoin, d'avoir, des partenaires avec eux. D'accord. Tu parles de levée de fonds, qu'est-ce qui est compliqué? Le plus compliqué selon toi dans une levée de fonds? Alors, en général, c'est toujours compliqué une levée de fonds parce qu'il faut, réussir à rassurer, à montrer que notre Mmh mh. projet va aller loin, va gagner de l'argent et cetera et cetera. Donc ça, de toute façon, une levée de fonds, pour tout le monde, c'est compliqué. Pour nous, dans notre secteur, c'était vraiment de montrer que c'était pas une niche. Que, oui, la grossesse, ça arrive pas 50 fois dans une vie, mais ça arrive quand même au moins une fois pour 80 des femmes. Mmh. C'est un vrai chiffre, les ça c'est dans le monde, hein, et en France, aussi, il y a quand même, la majorité des femmes qui ont un enfant Mmh. et hem et que, aujourd'hui, c'est un marché quand même récurrent. Chaque année, il y a des bébés, Oui, qui naissent. Donc tout et à la fait. population quand même grossit. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas un marché de niche, comme ce qu'on pourrait entendre. Donc ça, c'était assez compliqué à faire comprendre, j'ai trouvé.
À certains, hein, d'autres, comprenaient très bien. Et aussi de trouver les bons interlocuteurs, en fait, finalement. Mmh. De se dire, voilà, en fait, finalement, les bons business angels, ça va être les professionnels de santé, puisqu'ils connaissent très bien le problème et donc c'est les personnes les plus faciles à aller, transformer et donc bah, ça a été un des 1res découvertes et qui, en effet, a très bien marché et après d'aller voir aussi les bons fonds, qui sont pas très connus. Finalement, faut pas enfin, c'était intéressant, de s'entraîner avec les plus gros fonds qui maintenant en plus, nous connaissent et donc c'est très bien mais hem c'était, voilà, c'était ça qui était vraiment complexe au début et puis que, beh, c'est des montagnes russes énormes. Ça passe de: «C'est génial, trop bien, tout va aller, parfaitement bien» à: «Oh mon Dieu, l'enfer, on va jamais y arriver» et ça comme ça pendant 1 an, en sachant qu'en plus entre 2 on avait gagné iLab, c'est un concours, d'État, vraiment important sur la recherche et le développement et ça nous a vraiment aidés. Ça a été un gros coup de boost parce que ça a Mmh mh. prouvé que oui, notre, R&D était, béton, qu'il y avait vraiment une, réelle, expertise médicale derrière et cetera et ça Mmh. nous a beaucoup aidés aussi pour la lutte. OK. Hem, est-ce que tu aurais une info, une anecdote croustillante sur ton aventure jusqu'à maintenant? Bah, déjà la terrasse de café, c'est pas mal. C'est vrai que ça fait réfléchir à des projets super. Ah, J.K. Rowling a écrit son livre dans un pub, hein. Enfin, pas dans un pub, mais plus un café, mais voilà. Bah, nous, c'était, oui, oui, entre des verres. Peut-être un peu alcoolisé, mais en effet qu'on a échangé sur le projet. Je trouve que c'est déjà une belle petite anecdote. Après, non, j'en ai pas d'autres à part celle-ci. Si tu devais, donner un conseil pour clôturer, toute cette interview et ton parcours, là, maintenant, un conseil, le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et monter une start-up? De pas hésiter à en parler autour de soi. Mmh Heu, mh. c'est toujours il faut que ce soit secret parce qu'on sait jamais, on pourrait nous piquer l'idée. En vrai, j'avais déjà entendu, je crois que c'était le fondateur de Facebook, qui avait dit ça, «Tout il y a 10 personnes qui a la même idée que vous en ce moment». Je pense que c'est vrai. Après, Mmh. et je l'ai vu même avec Imagina. Plein de professionnels m'ont dit: «Ah mais ça j'y ai pensé, je voulais le monter». Oui, enfin vous l'avez pas monté. Par contre vous investissez dans notre société, super. Heu et en fait, c'est génial d'en parler autour de soi parce que on va se confronter à la réalité. On va se confronter, aux vrais problèmes des gens. Mmh. Nous, par exemple, en interviewant des professionnels de santé, on s'est dit: «Alors, en fait, c'est ça leur réel problème et pas ça». Pareil pour les femmes enceintes, c'était extrêmement important de comprendre ça et aussi d'aller parler avec, d'aller interviewer les sociétés qui travaillent dans le même domaine. On est allé voir tous nos concurrents, directs et indirects et j'ai interviewé tout le monde. Je discute avec tous nos concurrents et j'échange tout le temps avec eux. S'ils ont des questions, je réponds à leurs questions, je leur pose des questions. J'ai pas du tout de tabou avec ça parce que je me dis qu'il y a de la place pour beaucoup de monde et surtout qu'on apprend énormément des autres et donc ça, c'est un point important, je pense. C'est pas bisounours du tout. C'est juste que, sincèrement, je pense qu'on a plus à gagner, surtout quand on est dans des marchés si océan bleu, si peu connus, à Mmh. s'appuyer les uns sur les autres pour faire connaître. Donc ça, c'est des points, je pense, auxquels j'aurais pas pensé avant. Et un petit dernier point quand même, c'est, de se rapprocher des bons acteurs dès le début. Nous, par exemple, on a travaillé avec, enfin, on est allé voir Unitech, qui est un incubateur, bordelais, Mmh génial mh. et c'est public, c'était 200 € l'année, donc c'est gratuit, quoi. Bah, nous 4 OK. on l'a clairement payé, très facilement dès le début et ça nous a immensément aidé pour structurer notre projet, pour pas Mmh. partir dans tous les sens, pour avoir quelque chose de très carré, prêt en fait à vraiment marcher quoi. Enfin, pas marcher, je veux dire, à gagner de l'argent quoi, mais juste en étant structuré et aussi, c'est trouver les bons acteurs qui vont nous aider, ça va être, aussi très utile pour trouver des fonds, des financements publics. Parce que, aujourd'hui, en France, on a énormément d'aides. En Europe aussi, on a beaucoup d'aides. Hem et c'est un point extrêmement important, en fait, de réfléchir à ça en amont et ça, c'est Unitech qui nous a Clémence, notamment notre startup manager d'Unitech, qui nous a beaucoup, beaucoup aidé là-dessus. J'y connaissais rien et là, maintenant, j'ai une connaissance, des aides publiques et même des, des
pas que les subventions d'ailleurs, hein, les prêts et Mmh. cetera, qui est, vraiment importante au début quand tu te lances parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre et si tu connais rien, comme nous, par exemple, Mmh. tu peux très bien te former mais c'est en allant toquer aux bonnes portes et en demandant aux bonnes personnes. Donc faut pas hésiter à aller voir, vraiment, toutes les personnes, en fait, qui peuvent vous aider et à en parler le OK. plus possible. Ouais, ouais, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, surtout quand on vient d'un milieu où, bah, les parents sont pas, indépendants, entrepreneurs, parce qu'il y en a qui ont cette chance, donc ça va, ils ont déjà, des tuyaux, mais quand on vient pas du tout de ce milieu-là, bah, on se dit: «OK, je vais faire ça, mais je commence par où?» Donc ouais, c'est super important, c'est un top conseil, merci. On remettra peut-être le lien, de Unitech pour, ceux que ça intéresse en dessous dans la description, en plus de tes infos. Bah, écoute, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour, l'avenir, avant de se quitter? Que l'investigation clinique soit un succès. Et très Croise les vite, doigts. toutes les femmes, enceintes, en tout cas d'une part et puis après toutes les femmes, enceintes puissent, avoir une éducation et une maîtrise de leur corps, correcte, voilà. Et qu'elles puissent, aller de l'avant sans avoir peur, de l'accouchement et surtout après avoir un périnée béton. OK, super. Bah, écoute, je suis ravie de t'avoir reçu ici, c'était très enrichissant, très intéressant et bah, on vous souhaite tout ça et on vous dit à bientôt.